Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence Politeia en ce lundi soir juste avant les vacances. Pour me présenter rapidement, cette conférence Politeia, c'est avec grand plaisir qu'on l'organise puisque ça sert le principal but de Politeia qui est de fédérer l'émulation intellectuelle. Politeia, donc, qui fête ses 15 ans cette année, sert aussi d'autres buts, donc fédérer les promos d'étudiants et faire le lien avec les anciens. Je pense que vous êtes beaucoup ce soir à être membre de droit de Politeia, comme tous les étudiants en sciences politiques. Donc je vous remercie d'être venus. Je remercie évidemment en premier lieu l'ICES pour nous permettre de faire toutes ces conférences. On avait déjà une la semaine dernière, on en fait assez régulièrement et l'ICES nous est un grand soutien. On ne pourrait pas faire ça sans l'ICES. Et bien sûr, je remercie nos deux intervenants ce soir qui sont deux intervenants absolument excellents sur le sujet qu'ils vont traiter. Monsieur le général Blachon et monsieur le sénateur Legleux qui vont se présenter par la suite. Merci beaucoup à tous et bonne conférence. Mon général, monsieur le secrétaire général, madame la présidente, cher Félix, mesdames et messieurs, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. C'est un vrai plaisir d'être à La Roche-sur-Yon, surtout dans cette ville fondée par Napoléon, parce qu'il se trouve que je suis né au quartier Napoléon. Le quartier Napoléon, c'était le quartier des forces françaises stationnées à Berlin-Ouest. Et donc, vous voyez, ceci nous rapproche intimement entre La Roche-sur-Yon et ce quartier Napoléon des forces françaises stationnées en Allemagne de l'Ouest. Alors, la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation et pour laquelle nous allons partager ce moment, c'est parce que je siège en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Vous savez que l'Assemblée nationale dispose de deux commissions distinctes, une commission Affaires étrangères d'une part et une commission Défense d'autre part. Mais au Sénat, nous avons une commission commune, Affaires étrangères et Défense, et donc nous sommes amenés à la fois à auditionner Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, ce qui évidemment fait que quand nous réfléchissons aux questions stratégiques, nous le faisons sous un angle particulièrement géostratégique. Et donc, ces 3 dernières années, avec ma collègue sénatrice Hélène Conway-Mouret, nous avons rendu 3 rapports sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Le premier rapport que nous avons rendu, rapport d'information, s'appelle « Défense européenne, le défi de l'autonomie stratégique ». Le deuxième rapport était sur le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui a vocation à être le remplaçant du Rafale, et dont l'objectif est de réaliser c'est pas simplement un avion de combat, parce qu'en réalité, il s'agit d'un système de systèmes. Eh bien, l'objectif est de le faire en franco-germano-espagnol. Et puis, le troisième rapport, nous l'avons rendu au mois de juillet cette année, sur la boussole stratégique de l'Union européenne, qui aura vocation à être présentée durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne lors du premier semestre 2022. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va pouvoir débattre de tous ces sujets. J'ai amené quelques exemplaires de ces rapports que vous voyez ici. Donc, il en existe évidemment des versions imprimées. Tout ça, il faut savoir que les rapports que rend l'Assemblée nationale et le Sénat sont des rapports publics. Ces documents sont consultables en PDF sur le site du Sénat. Et une originalité, c'est que, puisque nous sommes sur des questions européennes, nous avons souhaité, et le Sénat a souhaité, traduire ces documents. Donc ils ont été traduits en anglais, et des fiches de synthèse ont été traduites en polonais, en italien, en espagnol, afin justement que le Parlement français s'adresse dans la langue des Européens à qui nous souhaitons nous adresser. Voilà les quelques mots d'introduction que je souhaitais vous dire. Et encore une fois, je tiens à vous dire que je suis absolument ravi, je suis vraiment enchanté de voir que vous êtes venus très nombreux et votre présence nombreuse nous honore. Merci.
Monsieur le sénateur, monsieur le secrétaire général, chers collègues, chers étudiants, donc c'est surtout pour vous que je me livre à cette présentation, car eux, ils me subissent régulièrement, donc ils me connaissent, mais moi, j'allais dire, ici, ma présence, c'est plus au titre de praticien, voilà, de la défense de l'Europe, de la défense européenne, enfin on verra le terme moins mauvais, et comme tout général français, dans une carrière, vous voyez, d'à peu près 40 ans, à un moment donné, dans sa carrière, on sert évidemment les intérêts français, mais à un moment donné, moi j'ai pu faire un bout de chemin avec tout ce qui est défense européenne. Voilà, et pour me présenter à vous, je dirais que d'entrée, moi je serais plutôt un pratiquant non croyant. Voilà, si je devais résumer un peu la situation, comme ça pourra... Ça vous éclairera, vous voyez. Donc on joue le jeu, c'est-à-dire, moi dans mes dernières responsabilités surtout, à la tête de la première division de l'armée française, j'avais la brigade franco-allemande et j'étais en charge des derniers événements de ce qu'on a appelé les accords de Lancaster House. Voilà, les 10 ans qui ont permis de rendre cette force expéditionnaire franco-britannique opérationnelle. Et les derniers mois, moi j'ai eu la chance de faire ça, donc j'ai pu voir un peu de l'intérieur comment ça fonctionnait. Voilà, c'est la raison pour laquelle on joue le jeu, pratiquant, mais disons modérément croyant. Voilà. Bon, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que nous allons pouvoir commencer avec nos premières séries de questions. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal. Alors, selon vous, mon général, monsieur le sénateur, quel terme doit-on employer en matière de défense européenne? Défense européenne, donc, ou bien Europe de la défense, ou encore, comme certains le disent, armée européenne? Je suis absolument ravi qu'on aborde cette question sémantique parce qu'elle est fondamentale. En effet, quand il s'agit de politique européenne en général, il convient de s'interroger et toujours de se demander la chose suivante: le terme que j'emploie dans ma langue maternelle sera-t-il traduit de façon intelligible pour mon interlocuteur? Cette question, dans un débat franco-français, se pose moins. Mais dans un débat où il faut traduire le terme, la question est fondamentale. Sur la question Europe de la défense, qui était le terme consacré, que nous n'avons pas retenu dans nos rapports, je vous ai tout à l'heure donné les titres des rapports que nous avons choisis, nous avons passé beaucoup de temps à choisir le titre, on a choisi le terme défense européenne, autonomie stratégique, boussole stratégique. Vous voyez, à aucun moment le terme consacré Europe de la défense, nous ne l'avons retenu. Parce que ce terme est intraduisible. C'est-à-dire que quand, dans un dialogue, et j'ai eu l'occasion de le vivre à plusieurs reprises en allant dans un certain nombre de capitales européennes, en discutant avec le président de la commission défense du Parlement néerlandais, par exemple. Eh bien, quand je m'adresse à lui et que je dis Europe de la défense, j'ignore ce que le traducteur en fera. Le terme étant intraduisible, j'ignore si le traducteur traduira défense européenne, s'il traduira armée européenne ou s'il traduira autre chose. Je l'ignore parce que le terme est intraduisible. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour défense européenne, parce que a European defense, on comprend ce que ça veut dire. Una Defensa Europea, c'est traduisible. Eine europäische Verteidigung, c'est traduisible. Et donc, l'interlocuteur, à minima, s'entend avec nous sur le terme que l'on emploie. Ensuite, évidemment, la complexité, c'est ce que l'on met derrière. Et je vais prendre un autre exemple sur la subtilité et l'importance qu'il faut attacher à ces questions sémantiques sur les questions européennes. Vous savez, en particulier depuis le Brexit, que la France est le seul pays de l'Union européenne à 27 qui dispose de la dissuasion nucléaire. Ce terme de dissuasion est un terme presque agréable. Dissuader quelqu'un de faire quelque chose. Dissuader, ce n'est pas violent, dissuader. Alors qu'en allemand, la dissuasion se traduit par le terme dit Abschreckung, que l'on traduirait en français par l'effroi.
C'est-à-dire que la dissuasion, dans un débat comme nous le menons ici, mais devant la télévision allemande, on parlerait d'utiliser l'effroi et donc d'effrayer l'adversaire. Vous sentez bien que effrayer l'adversaire ou le dissuader, vous n'allez pas avoir dans le débat public. Évidemment, je ne parle pas du débat d'experts. Les experts vont au-delà de la dimension sémantique. Mais puisque on parle de politique et que dans nos démocraties, le choix revient toujours au peuple souverain de voter, eh bien, les termes que l'on emploie vont avoir un impact sur les décisions démocratiques. C'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser à ces questions sémantiques avec la plus grande attention. Bien, écoutez, totalement en phase avec ce que vient de dire monsieur le sénateur. Je pense que mes étudiants de M1 présents ici doivent se souvenir que la première heure consacrée à ce cours a été précisément de se demander de quoi parle-t-on. Voilà. De quoi parle-t-on quand on dit défense européenne, Europe de la défense, défense de l'Europe. Voilà. Donc tout a été dit. Et moi, ce que je souhaiterais vous dire là-dedans, c'est que peut-être le terme le moins mauvais là-dedans est peut-être d'essayer de reprendre, alors non pas les acronymes tels qu'ils apparaissent dans les différents traités depuis maintenant Maastricht, mais vous voyez, donc politique de sécurité, de défense commune, politique européenne de sécurité. Mais c'est probablement là-dedans qu'on aurait le plus de chances d'être compris, parce que là, ils ont l'habitude. Tout en leur précisant qu'on ne fait pas référence par ce terme à quelque chose d'institutionnel, comme les traités ont essayé de le définir, mais bien une réflexion plus générale tournant autour de la défense et surtout de ce que les Européens souhaitent faire en matière de défense, pas forcément en Europe d'ailleurs, c'est là qu'est toute l'ambiguïté, parce que quand on parle d'Europe de la défense ou de politique de défense d'Europe, oui, c'est l'Europe, mais pas que, c'est en Europe, mais pas qu'en Europe, et c'est des moyens, mais pas que. Voilà, donc c'est toute cette ambiguïté. Alors sur cette ambiguïté, moi j'ai plutôt tendance aussi à penser que cette ambiguïté, elle a servi dans un premier temps, parce que comme toute la démarche européenne, vous le savez, est une démarche où finalement le cap est fixé, mais l'horizon n'est jamais défini. La méthode Monnet, c'était bien ça. Donc même si on n'est pas en matière de défense dans un domaine communautaire ou de l'Union européenne, on est bien dans le domaine intergouvernemental, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que c'est les États qui décident. La défense est une question d'État. Ils n'ont rien délégué pour l'instant à l'Europe. L'Europe réfléchit, l'Europe aimerait bien, l'Europe s'est fixé un objectif, mais pour l'instant, on est bien, ce sont les gouvernements, c'est intergouvernemental. Et donc, voilà, il serait bon d'entrer, de le préciser. Donc, moi, le terme, je dirais le moins mauvais, politique de sécurité de l'Europe. Vous voyez, quelque chose comme ça qui permettra à chacun d'y trouver un peu son compte. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. La prochaine question se pose sur la Grande-Bretagne. Quelle place doit-on lui accorder dans la défense européenne suite au Brexit et à la conclusion du pacte AUKUS? Alors, première observation, avant le Brexit, 2 pays de l'Union européenne disposaient de 2 attributs de puissance tout à fait particuliers. Le premier, c'est d'être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le second, c'est de disposer de la dissuasion. C'est-à-dire que dans l'Union européenne pré-Brexit, 2 pays sur 28 disposaient de ces 2 attributs de puissance. Depuis le Brexit, la France, nous sommes le seul. Et je pense que la France ne mesure pas encore ce statut nouveau au sein de l'Union européenne, de disposer de ces 2 attributs de puissance absolument fondamentaux. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes travaux à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, de me rendre au siège de l'ONU à New York et de m'entretenir avec les délégations, les ambassadeurs. L'ambassadeur de France à New York, vous savez qu'on a un ambassadeur de France à Washington pour les relations bilatérales franco-américaines, mais on a un ambassadeur de France à New York, et les États-Unis ont un ambassadeur à New York auprès des Nations Unies. Et donc, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec les ambassadeurs de Russie, d'être reçus par la délégation chinoise, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est le rôle prépondérant que joue la France
dans le concert des nations par cette position de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de rédiger une résolution qui mette les membres du P5, le P5, vous savez, ce sont donc les 5 pays, hein, donc États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine, c'est le P5. Et à l'intérieur du P5, il y a un P3 informel, les 3 premiers, États-Unis, Royaume-Uni et France, qui d'ailleurs déplaît beaucoup aux 2 autres. Les Chinois et les Russes, ça leur déplaît énormément quand le P3 se réunit avant le P5. C'est-à-dire quand les 3 trouvent une position commune avant d'aller à la table des négociations des 5. En tout cas, par exemple sur la Syrie, il a pu y avoir de profondes divergences entre les États-Unis et la Russie. Quand il s'agit de se mettre d'accord, qui tient la plume ? Tenir la plume, c'est le langage onusien du pays qui va rédiger la résolution et qui ensuite sera une résolution proposée au plus grand nombre possible de co-signataires. C'est comme ça que l'ONU fonctionne. Eh bien, autour de cette table des négociations, on ne demande pas à la Chine de rédiger cette résolution dans un conflit ou un désaccord entre les États-Unis et la Russie, notamment parce que la Russie est un partenaire de la Chine, un partenaire minoritaire aujourd'hui. On ne demande pas au Royaume-Uni, qui est dans un alignement total avec les États-Unis. Le seul pays qui peut tenir la plume, c'est la France. Et ceci pour des raisons lointaines, notamment par le fait que déjà le général de Gaulle avait reconnu très tôt la République populaire de Chine, parce que pendant la guerre froide, le général de Gaulle avait souhaité que le dialogue avec la Russie ne soit jamais rompu. Et c'est cette longue tradition gaullienne qui fait qu'aujourd'hui, la France tient la plume à l'ONU. Et donc, vous voyez le poids exceptionnel en termes de diplomatie qui revient à la France par ce rôle de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, concernant la dissuasion, là encore, on est sur un club extrêmement restreint, un club de 9 États membres dans le monde. Il s'agit donc d'un club très restreint. Et donc, la France a, dans cette Europe post-Brexit, ces 2 attributs de puissance. Il faut absolument que la France en ait conscience. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, le Brexit n'a pas écarté d'1 millimètre la Manche. Donc là, vous voyez, je reviens à la géographie physique. En défense, la géographie physique, ça compte. Et il se trouve que le Brexit n'a eu aucun impact sur la géographie physique. C'est-à-dire que l'emplacement du Royaume-Uni sur le globe, la distance du Royaume-Uni à la France n'a pas évolué d'1 millimètre. Et sur les questions géostratégiques, la géographie physique, ça compte. Et donc, il faut là encore avoir une prise de conscience. On a des intérêts communs. Nous sommes allés extrêmement loin à travers les accords de Lancaster House. Nous n'avons pas fêté les 10 ans. Ça, c'est aussi un sujet, je le regrette personnellement, parce que je considère que l'autre grande armée, si vous voulez, la France a la première armée de l'OTAN après les États-Unis, et l'autre grande armée, c'est l'armée britannique, évidemment, l'armée du Royaume-Uni. Et donc, on ne peut pas concevoir les questions de sécurité et de défense en Europe en l'absence de l'autre grande armée du continent géographique, l'Europe. Voilà quelques petites observations. Bon, les Britanniques, incontournables. Dès qu'on commence à parler Europe, à cette table, il n'y a que les Britanniques avec lesquels on peut vraiment parler. Les autres, il n'y a plus d'armée. Bon, vous avez l'Allemagne, voilà, qui a une vraie armée encore, mais pas complète. Et puis, il faut bien prendre conscience que dans les 24 autres, il n'y a plus rien. Alors, ils ont de temps en temps, il reste encore les bijoux de la famille, pour certains, mais des pays de tradition militaire comme l'Espagne, l'Italie, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, j'allais presque dire, il n'y a pas vraiment de match. Quand on veut parler défense avec un pays en Europe, puisque c'est comme ça maintenant qu'il faut parler de du Royaume-Uni, il n'y a qu'avec eux.
Alors, avec le Royaume-Uni, on a parlé défense bien avant qu'il y ait l'Europe. Puisque dès que la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée, les premiers vers lesquels nous nous sommes tournés face aux dangers soviétiques, c'était eux. Dès 1947, traité de Dunkerque, une fois de plus, parce que c'est la plus grande puissance en Europe. Donc ça, c'était avant l'Europe. Il y a eu l'Europe pour eux de 1973 à 2020. La parenthèse est fermée, mais la vie continue. Et donc, comme le disait très bien monsieur le sénateur, voilà, la géographie est toujours la même. Par ailleurs, il y a beaucoup d'accords bilatéraux. C'est le bilatéral qui marche très bien dans ce domaine-là. Le bilatéral, le grand avantage du bilatéral, c'est que vous négociez ce que vous voulez. Personne ne peut vous l'imposer. Ce n'est pas une espèce de paquet où il faut tout prendre, y compris ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Quand on fait des accords bilatéraux avec un pays, eh bien, les deux pays sont d'accord à 100% sur ce qu'ils veulent faire. Donc on avait déjà commencé au siècle dernier lors des accords de Saint-Malo, puisque tout part de là en fait. C'est avec les Britanniques. Vous voyez, avec les Allemands, dès qu'on veut faire quelque chose sur le plan économique, c'est avec eux que tout démarre. La locomotive est franco-allemande. Et dès qu'on veut faire quelque chose sur le plan de la défense, la locomotive, elle est franco-britannique. 98, accord de Saint-Malo, c'est à partir de là vraiment que vous allez avoir une accélération réelle de ce qu'on appelle l'Europe de la défense. À partir de là, on va voir enfin des outils se créer, un embryon d'état-major, un embryon voilà. Donc tout ça reste insuffisant, mais au moins il y a une accélération. Et tout ça, c'était les conséquences, entre autres, des affaires en Yougoslavie où Français et Britanniques avaient pu constater à quel point ils étaient démunis, même pour régler des affaires à 2 heures d'avion de Paris. Et la deuxième grande accélération, c'est pareil, c'est Lancaster. Voilà, donc, et on est allé très loin. On est allé notamment dans les choses les plus secrètes que nous avons, la dissuasion. Et ça, c'est un signe de confiance. Quand on est prêt à aller jusque-là en matière de dissuasion, on veut montrer aux partenaires à quel point on lui fait confiance, à quel point on dit qu'on peut travailler avec lui. Alors après, eh bien, il y aura des hauts et des bas. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien, les Britanniques, il y a des domaines qui les intéressent, notamment dans la coopération militaire. Il y a des domaines où ils sont, voilà, où ça les intéressera, notamment avec eux, certains missiles, notamment le remplaçant de l'Exocet. Ça ne vous dira pas grand-chose, vous êtes trop jeune, mais l'Exocet, c'était le missile qui a servi pendant la guerre des Malouines, en 1982, que l'on avait vendu aux Argentins et qui a détruit pas mal de navires britanniques. Donc quand vous parlez à un Britannique de missiles Exocet, ça lui évoque quelque chose. Voilà. Donc là, ils sont très intéressés. Inversement, un Britannique, il n'achètera jamais le Rafale, il n'achètera jamais un char français, il achètera... Voilà. Il faut savoir les prendre comme ils sont. Et le grand avantage de la relation avec les Britanniques en matière de défense, c'est que c'est aujourd'hui une relation totalement dépassionnée. On se dit les choses. Et j'allais dire qu'il y a une vraie complicité. Nos meilleurs ennemis, nos meilleurs amis, mais voilà. Et c'est beaucoup plus compliqué avec les Allemands. C'est beaucoup plus compliqué, comme si encore 70 ans après, 80 ans après, on était encore obligé un peu d'en rajouter. Avec les Britanniques, c'est très clair. Chacun arrive avec ce qu'il veut. Ce sont probablement les sommets les plus pragmatiques qui soient. On ne se sent pas obligé encore de faire référence, vous voyez, à l'amitié. Voilà, elle est acquise. Et on peut réellement, alors on dirait 2 Maquignons, ce sont des marchands de tapis. Voilà, et la dernière chose donc, que je voulais vous dire, c'est donc on a maintenant cette force, donc la CGEF, pour l'appeler par son acronyme britannique, la Combined Joint Expeditionary Force. Elle est opérationnelle, 10 000 hommes, prêta. Alors, ce n'est pas une force permanente. On n'a surtout pas fait l'erreur de faire des forces permanentes qui ne servent pas à grand-chose. Chacun est prêt à fournir. Alors, cette force, on a un peu de mal à savoir où est-ce qu'on l'emploierait. Il faudrait évidemment l'employer dans un endroit où Français et Britanniques ont à peu près les mêmes intérêts. Moi, j'ai toujours considéré que si un jour on devait utiliser cette force, ce serait probablement, vous voyez, en Afrique, et plus exactement dans le golfe de Guinée. Parce que là, vous avez à la fois d'anciennes possessions françaises, d'anciennes possessions britanniques, un énorme rôle géopolitique, beaucoup de pétrole, une menace djihadiste très importante qui descend maintenant de l'Afrique occidentale. Et là, il y aurait peut-être, alors, au pire, vous voyez, des évacuations de ressortissants, parce qu'on en a encore beaucoup dans ces coins-là, mais au mieux, si je puis m'exprimer ainsi, de véritables interventions pour peser. Voilà.
Ailleurs, c'est vrai que c'est difficile. Hein, vous voyez, on ne va pas demander à un Britannique d'intervenir, je ne sais pas, au Tchad, de même qu'un Britannique ne nous demandera pas d'intervenir à Sainte-Hélène. Vous voyez, c'est déjà fait. Et on a eu surtout l'intelligence de dire qu'en cas d'intervention commune de cette force expéditionnaire, l'un des deux serait leader. Voilà, il ne faut pas du 50-50. Il ne faut pas ça. Hein, ça, c'est Suez. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y en ait un qui soit leader, dont les intérêts sont plus importants. Donc, je vous dis, imaginez un jour, ça se passe mal, je ne sais pas, vous voyez, frontière Togo, Bénin, Ghana qui n'est pas très loin. Les Britanniques comprennent l'importance de venir. La France est leader, mais 70%, et les Britanniques nous accompagnent à 30%. Et inversement, voilà. Et toute dernière chose, à Barkhane, vous voyez, la France est assez seule, même si vous avez entendu parler de la force Takuba qui se monte, mais qui est plutôt un échantillon. Vous voyez, chaque pays met des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est très bien. Avec peu de forces spéciales, vous pouvez briller. C'est tout l'intérêt des forces spéciales d'ailleurs. Hein. Sans forces spéciales, c'est comme si on vous avait donné 3 régiments. Voilà. Et en fait, à Barkhane, Barkhane pur, Barkhane chimiquement pur, vous n'avez que 3 pays qui y participent à nos côtés, donc 2 pays. Et donc il y en a un tout petit qui s'appelle l'Estonie, qui a beaucoup de mérite. Et l'autre, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni, voilà, où ils nous ont pendant très longtemps appuyés avec des Chinooks, très importants. Et ces 3 hélicoptères, qui sont les hélicoptères les plus gros qui existent actuellement sur le marché, eh bien, sans ces hélicoptères, toute la logistique de Barkhane aurait été à revoir. Donc là, avec un détachement, vous voyez, de 100 militaires et 3 hélicoptères importants, eh bien, ils ont réellement pesé et ils se sont comportés là comme de véritables alliés. Merci. Monsieur le sénateur, vous m'offrez une transition parfaite pour la prochaine question en parlant du général de Gaulle, puisqu'elle concerne la position que l'Europe de la défense devrait adopter face à l'OTAN. L'OTAN qui, comme chacun le sait, n'était pas la plus grande passion de la France depuis 1965-1966. Alors selon vous, quelle position, quelle attitude devrait adopter l'Europe face à l'OTAN ? Quand nous avons travaillé sur ces questions au Sénat, nous nous sommes rendus dans un certain nombre de capitales européennes et je dois vous dire ma stupéfaction des discussions que j'ai pu avoir au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères, dans les parlements, que ce soit à Varsovie, aux Pays-Bas, que ce soit à Bucarest et même à Rome ou à Berlin. J'ai été stupéfait de l'attachement viscéral, existentiel de nos partenaires à l'OTAN. Et j'en ai tiré la conclusion suivante. Je pense que nous, les Français, nous sommes des originaux en Europe sur les questions de défense. Pour la raison suivante, c'est que les Français, le peuple français, se sent en sécurité grâce à son armée. Je pense que ce que je vous dis vous semble évident. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé, en tant que Français, que ce qui me protégeait, c'était l'armée française. Et je pense que vous partagez cette idée. Et nous avons raison de le penser, parce que c'est vrai. Comme je vous le disais précédemment, c'est la première armée de l'OTAN après les États-Unis. Donc, nous sommes protégés par notre armée. Eh bien, ce sentiment-là, nous sommes les seuls à l'avoir. Et c'est ça qui m'a le plus stupéfait dans mes travaux. Parce que quand on se rend à Bucarest, par exemple, les Roumains ne se sentent ni protégés par leur armée, ni protégés par l'Europe à travers l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, qui est l'article de sécurité commune dans le traité de l'Union européenne, le 42.7. Et même d'une certaine manière, ils ne se sentent qu'indirectement protégés par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui est l'article 5 du traité de l'OTAN, qui en fait stipule que quand un pays de l'OTAN est attaqué, les autres viennent le protéger. En réalité, le véritable sentiment de protection pour eux, c'est la présence sur leur territoire de soldats américains.
C'est-à-dire que pour eux, la protection, et ils ne sont pas les seuls, quand je prends l'exemple des Roumains, mais c'est vrai aussi pour les pays baltes ou pour les Polonais. Pour eux, la protection, c'est que le sang d'un soldat américain coule sur leur sol en cas d'attaque, afin que les États-Unis viennent les protéger. C'est donc le sentiment que qui protège l'Europe? Pour tous nos partenaires européens, la réponse tient en un mot, les États-Unis d'Amérique. Et nous, les Français, nous sommes les seuls à ne pas nous en rendre compte. En tout cas, moi je vous le dis, ça a été une stupéfaction. Parce que, effectivement, après le mémorandum du général de Gaulle, puis la décision de 1966, Fontainebleau a déménagé à Mons et avec le SHAPE. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus de présence de soldats américains sur le sol français. Mais nous sommes une originalité. C'est original en Europe de trouver un pays comme la France où il n'y a pas stationné en permanence des soldats américains. Et en Allemagne, ce sont des dizaines de milliers. Ce n'est pas un peu. Et au-delà de ça, et je ne révèle absolument aucun secret, hein, ce que je dis est absolument public, mais vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le partage nucléaire. Il existe des ogives nucléaires américaines en permanence stationnées sur le sol allemand et ailleurs en Europe. Hein, il y a plusieurs pays qui en participent, mais évidemment l'Allemagne c'est le plus emblématique. Et des pilotes de chasse allemands s'entraînent dans un scénario où ils transporteraient la bombe atomique américaine. C'est pour vous montrer, et ce que je vous dis est absolument public, mais c'est pour vous montrer à quel point cette protection américaine du sol européen va loin. Et quand on parle de budget, il faut avoir les ordres de grandeur en tête, parce que sans ordre de grandeur, tout ça est théorique. L'armée américaine est la première armée de l'OTAN. Le budget annuel est approximativement de 700 milliards de dollars. Retenez ce chiffre, 700 milliards de dollars. Le deuxième budget de l'OTAN, c'est celui de la France et de l'Allemagne, qui sont à peu près équivalents, et du Royaume-Uni, hein, c'est à peu près équivalent, c'est 40 milliards. Donc le numéro 1 est à 700, le numéro 2 est à 40. Si on n'a pas les ordres de grandeur, on ne se rend pas compte de quoi on parle. En réalité, les États-Unis sont une démocratie incroyablement militarisée. C'est juste sidérant. Les ordres de grandeur sont sidérants. Et rien que sur le sol européen, la part de ces 700 milliards de dollars annuels que dépensent les États-Unis pour leur défense, eh bien, évidemment, la plus grande partie est dépensée dans les positions américaines. Mais la part qui est dépensée en Europe, c'est 36 milliards. C'est-à-dire que ce que les États-Unis dépensent par an sur le sol européen, c'est presque le budget de l'armée française. Et c'est seulement avec ces ordres de grandeur qu'on réalise combien, à la question qui défend l'Europe, nos partenaires européens répondent tous unanimement les États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est là où ça rejoint la question sur l'OTAN. Vous voyez, il faut avoir ces ordres de grandeur, cette compréhension pour comprendre pourquoi est-ce que, du point de vue de nos partenaires européens, l'OTAN, l'article 5 du traité de Washington, sont existentiels. Oui, la question de l'OTAN pour la France, c'est une question qui montre là-dedans notre isolement. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Car depuis 1945, pour la première fois dans notre histoire, nous n'avions pas l'ennemi à nos frontières. Nous avions la chance d'avoir un pays servant de glacis, de tampon. Et ça ne nous était jamais arrivé. Depuis que le mot France existe, nous avions toujours eu un adversaire, un ennemi à nos frontières. Donc il y a première chose. Après, il y a juste un bémol. Il ne faut pas oublier que l'OTAN, c'est la France aussi qui l'a créée. C'est à la demande de la France. Dans les 12 pays créateurs, quand vous enlevez le Canada et les États-Unis, il y a 10 pays d'Europe. Et nous avons supplié les Américains de venir en 1949. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. En tout cas, les Américains ne l'ont pas oublié. Et de temps en temps, ils savent nous le rappeler quand ils nous trouvent de ce côté-là un peu trop arrogants ou faussement indépendantistes. Voyez, mais tout simplement parce qu'à l'époque de
de 1945 jusqu'à ce que les Américains acceptent, en temps de paix, de se lier les mains dans le cadre, c'est la première fois qu'ils faisaient ça dans leur histoire. Jusque-là, ils n'ont jamais accepté de participer à des alliances en temps de paix. Ils rejoignaient. En 17, ils arrivent, la guerre est déjà déclarée. En 41, ils arrivent aussi. Enfin, ils mettront un peu plus de temps. Mais, et là, pour la première fois dans leur histoire, fort de l'expérience passée, ils décident de ne plus faire la même erreur. Ils n'attendent pas qu'on soit attaqué, que l'armée soviétique déferle en Europe occidentale. Et là, ils décident, mais il y a tout un débat. Et ça prend 3 ans, avec là-dedans des gens qui estimaient que c'était inutile, des isolationnistes encore, mais ils comprennent que c'est existentiel. Voilà. Et la France, c'est vraiment la France qui supplie en 49. Et puis, le temps passe, et la menace devient moins existentielle. Parce qu'une fois de plus, le grand fédérateur de l'Europe, si un jour on a failli faire l'Europe, eh bien, c'est à Staline qu'on aurait dû faire une statue. Parce que sans Staline, vous n'avez pas d'élément fédérateur. On fait des fédérations, on se fédère face à une menace commune. Quand il n'y a pas de sentiment de peur partagée commune, c'est la peur qui crée les États. Enfin, c'est soit la liesse générale, c'est soit l'enthousiasme, fête de la Fédération, fête de Saint-Louis, etc. Enfin, dans notre pays, on peut... Voilà. Mais sinon, c'est la peur qui vous fédère. C'est Staline. Quand vous avez Staline dans les années 50, tous ces débats, ils coulent de source. Tout le monde considère qu'il faut se serrer les coudes. Vous vous sentez très européen. Et la France se sentait très européenne en 1950, 52, etc. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Staline passe. Bon, c'est pas que le régime se libéralise beaucoup du côté de Moscou, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Coexistence pacifique. Et puis là, on voit qu'on a un coup à jouer. Et c'est tout à fait ça. Le général de Gaulle fait un coup. Alors, dans le bon sens du terme. Parce qu'au fond, lui-même, il est toujours occidental, il est toujours côté américain, on est toujours du bon côté. Et quand on allait à Berlin, on savait très bien de quel côté on était. Il n'y a pas de problème. Mais là, il y a redonner des marges à la France. Et c'est ça, historiquement. En plus, il estimait que les anglo-saxons, pour les appeler par ce terme qui n'a jamais voulu rien dire, mais il a toujours estimé que les anglo-saxons n'avaient pas fait de cadeau à la France de 1900, en tout cas pendant l'entre-deux-guerres, pendant la guerre. Donc c'était une manière de leur renvoyer un peu la monnaie de leur pièce en disant, bon écoutez, on reste occidentaux, nous autres Français, mais on va se donner un peu de large. Et on ne s'interdit pas de pouvoir parler avec qui on veut, donc dialogue avec l'Union soviétique, dialogue avec l'Est, dialogue avec la Chine, voilà. Alors, tout ça a duré une trentaine d'années, des rapports. Alors, sur le plan opérationnel, on n'a jamais contesté l'utilité de l'OTAN. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que l'OTAN, c'est deux choses. C'est à la fois une alliance politique, l'alliance atlantique, et puis vous avez après une organisation militaire. Et cette organisation militaire, elle est extrêmement efficace. Si vous voulez combattre un jour avec des gens, il faut avoir l'habitude, il faut, pour reprendre là aussi le terme consacré, il faut être interopérable. Et ça ne va pas de soi. Plus de 30 ans après la création de la brigade franco-allemande, c'est toujours extrêmement difficile de combattre avec les Allemands. C'est toujours extrêmement... Avec les Britanniques, c'est pareil. Dès qu'on ne s'entraîne pas... voilà. Donc l'OTAN, en tant qu'outil militaire, j'allais dire en tant qu'outil tactique, extrêmement utile. Et donc, dès qu'on est sorti du commandement intégré en 1966, dans la foulée, on a signé des accords techniques de coopération qui fait qu'on continuait. Alors, c'était surtout les aviateurs et les marins. D'ailleurs, ça a laissé des traces. Les marins français et les aviateurs français sont les plus otaniens, tout simplement parce qu'en fait, eux n'ont pratiquement jamais cessé de s'entraîner avec l'OTAN. Les terriens, eux, eh bien, c'était plus compliqué, on en faisait moins. Mais, voilà, on n'a jamais perdu le contrôle. Et en fait, tout le pari, parce que c'est le président Sarkozy qui a ramené la France dans le commandement intégré, le président Chirac avait déjà essayé en 1996, mais il avait été tellement gourmand, vous voyez, c'était quasiment suicidaire. Il avait proposé donc aux États-Unis, à l'OTAN de rentrer, mais en échange, il fallait qu'on offre à la mariée le commandement, notamment à Naples, ce qui était un casus belli. Voilà. Ils voulaient quoi de plus, les Français? Ils ne voulaient pas non plus un commandement à Washington, ils ne voulaient pas non plus commander la 7e flotte, la 8e, etc. Bon. Et en fait, en 2009, le président Sarkozy a estimé que, en fait, on y était quasiment. Ou plus exactement, on en avait tous les inconvénients d'être dans l'OTAN, puisqu'on était bon élève, on fournissait des troupes, mais finalement, on n'avait pas notre mot à dire, puisque au moment des délibérations, les Français partaient, voilà, donc on n'avait que les inconvénients. Et c'est un peu ça le pari. Et c'est là qu'il y a un débat, parce que finalement, le retour est paradoxal. Le retour de la France dans l'OTAN en 2009,
On y était absent au moment où il y avait l'Union soviétique, et on revient dans le commandement intégré au moment où ça s'appelle la Russie, et où, malgré toutes les menaces que l'on peut comprendre, moi si j'étais balte, si j'étais polonais, je comprendrais, j'aurais probablement évidemment une attitude différente. Mais avouez que c'est quand même paradoxal. On a attendu finalement que ça s'appelle la Russie pour revenir dans le commandement intégré. Voilà, donc là il y a un premier... Alors, les esprits en fait sont extrêmement partagés. Et là-dedans, il y a deux débats vis-à-vis de l'OTAN. Un débat technique qui est, bon, est-ce qu'on se prépare ensemble? Bon, personne n'a vraiment, je vous dis, à part les Baltes et les Polonais, l'Europe centrale, la Roumanie, tout ça, personne n'imagine vraiment la Russie venir attaquer l'Europe. Prendre des gages peut-être. Voilà. C'est pour ça qu'une fois plus qu'on comprend les minorités russes dans les pays baltes, la Pologne, après tout ce qui est arrivé à l'Ukraine, pourrait très bien, on comprend. Mais sinon, le scénario d'une attaque russe, non, je suis désolé. Moi, enfin, ça me fait vraiment tordre de rire quand j'entends ça. Voilà. Alors, est-ce que, après être parti, être revenu, repartir, on comprend quand même que ce serait un peu compliqué. Là, vraiment, on passerait pour des alliés. On passe déjà pour des alliés très compliqués. Là, on passerait vraiment pour des alliés qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, il y aurait un coût à payer. Et pourtant, honnêtement, voilà, là, je dirais dans le cadre d'un débat où vous avez autant de raisons de dire on y reste qu'on y part. Voilà. Soit vous voulez rassurer les Européens en leur montrant que demain, une défense faite par les Européens n'est pas antinomique avec l'OTAN. La preuve, c'est qu'on participe bien à l'OTAN. C'est une manière de les rassurer. Vous voyez, on est avec vous, on est dans l'OTAN. On ne vient pas essayer de la torpiller de l'extérieur. On est avec vous. Donc il y a ça qui milite plutôt pour y rester. Et puis ceux qui disent, mais c'est le moment de prendre le grand large. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, les regards sont portés du côté de l'Asie. L'Afrique nous fait extrêmement... Enfin, l'Afrique, c'est très compliqué dans les décennies qui vont venir. À quoi ça sert de singer la peur avec une organisation militaire défensive là où il n'y a pas de menace? Voilà. Et donc, on pourrait très bien... on avait demandé il y a quelques années un rapport à celui qu'on estime le meilleur spécialiste, Hubert Védrine, qui avait fait un rapport assez soft, vous voyez, c'était pas trop mouillé. Aujourd'hui, ça vaudrait le coup vraiment que les gens nous disent ce qu'ils en pensent là-dedans. Et que réellement, en tout cas, moi je souhaite que la question soit abordée, ne serait-ce que pour mettre un peu la pression à nos chers anglo-saxons après le mauvais coup des sous-marins. Très bien, merci pour votre réponse. Donc, la prochaine question se portera sur la bombe nucléaire. Concernant l'emploi de l'arme atomique, pensez-vous que la France doit garder sa bombe, comme le disait le général de Gaulle, ou bien doit-elle partager sa force avec les autres pays de l'Union européenne et de l'Europe? Précédemment, j'ai mentionné les deux attributs de puissance que sont le fait d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et la dissuasion. Je pense que ces deux attributs de puissance participent grandement à l'influence de la France dans le monde et à sa grandeur. Et donc, de mon point de vue, ceci n'est pas négociable. Il y a dans le débat public certains parlementaires, dernièrement, je sais le député des Français d'Amérique du Nord, qui s'appelle Roland Lescure, qui est président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, dans un ouvrage qu'il vient de publier, propose, donc publiquement, mais au débat publiquement, de partager le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies de la France. J'y suis farouchement opposé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je considère, en tout cas, moi, c'est ma conception du fait d'être un parlementaire français, c'est que la vocation d'un parlementaire français, c'est de défendre l'intérêt national. C'est de défendre la France et l'intérêt de la France. Et je considère que ce serait une perte immense pour la puissance française de perdre cet attribut de puissance. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est tout simplement que si les 27 pays de l'Union européenne devaient partager, comme le souhaite ce président de commission à l'Assemblée nationale, ce siège permanent, en réalité, le résultat serait l'abstention permanente. Parce qu'il n'y a pas de consensus en termes d'affaires étrangères des 27. On le voit régulièrement et depuis des décennies. Et donc, ce serait un vote permanent d'abstention.
Et donc, je ne vois absolument aucune utilité pour personne. Donc, tout comme pour la dissuasion, je considère que ce sont des fiertés françaises et que notre rôle, c'est de les défendre avec la plus grande fermeté et que cela reste dans les mains de la puissance française. Pas négociable. Question suivante. Quand on voit les sacrifices qu'a fait notre pays pour, en 1945, être membre permanent de ce Conseil de sécurité, c'est vraiment oublier notre histoire. Hein, puisque là-dedans, moi je considère que c'est déjà... Dans 50 ans, même avant, on parlera de la guerre 1914-1945. Voilà, l'entre-deux-guerres sera considéré, vous savez, ce sera il y a la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, et puis là, il y aura la guerre de combien, de 45 ans là. Bon. Et c'est un tout, c'est-à-dire en 18, le travail n'a pas été achevé. Voilà, on sait pourquoi, on n'a pas mis le pied sur le sol allemand. Tout le monde pensait, après 4 ans et demi d'horreur, chacun ne pensait qu'à retrouver la paix, mais le travail n'a pas été terminé. Il a fallu donc une deuxième couche qui s'est appelée la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dedans, il faut prendre le coup complet. Hein, il ne faut pas prendre uniquement la participation à 39-45, ce que font d'ailleurs les anglo-saxons. Hein, ça les amuse. Voilà, il faut prendre 14-45. Si vous prenez là-dedans la contribution française à, on pourrait dire, la volonté d'empêcher le germanisme, il faut appeler ça, ça fait très nationaliste, mais c'est le cas. Hein, ce sont des guerres encore très nationalistes. Ce sont des conflits franco-allemands à l'origine, au tout départ. Eh bien, là-dedans, la contribution de la France est éminente. Voilà. Et donc, à ce titre-là, notre siège, il n'est vraiment pas volé. Il n'est vraiment pas volé, même si les Allemands adorent cette expression, la France voyage en première classe avec un billet de seconde. Ça, c'est leur grande expression. Et c'est une manière, donc, en revendiquant, en demandant à la France d'offrir ce siège à New York, à l'Europe, c'est une manière aussi de nous renvoyer à nos contradictions. Puisque les Français ont le mot Europe, Europe de la défense, Europe, ceci, allez-y, allez jusqu'au bout de votre logique. Voyez, donc c'est une manière aussi de nous mettre devant nos contradictions, parce qu'à ce moment-là, là, subitement, on se rappelle que oui, on est européen, mais d'abord on est français. Voilà. Donc c'est bien joué. Une fois de plus, les Allemands ont raison de faire ça. Hein, une fois de plus, nous là-dedans, moi je raisonne en français, il n'y a que les intérêts français qui m'intéressent, mais j'admets qu'un Allemand ait ses intérêts. Une fois de plus, si j'étais Allemand, je rirais de voir comment la France aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Si j'étais Polonais, j'en voudrais beaucoup à la France de nous avoir laissé tomber. Et si j'étais Balte, j'aurais beaucoup de mal à comprendre pourquoi la France ne comprend pas que la Russie est dangereuse. Voilà. Mais moi, je suis français, j'ai cette chance. Et quand on a la chance d'avoir deux attributs comme ça, quand on voit la difficulté qu'on a eu aussi à avoir la dissuasion, ça a été un combat, alors là, de nos savants, hein, et l'argent que ça a représenté, et toujours d'ailleurs, hein, parce que là, on va refaire bientôt tous nos sous-marins, c'est les impôts, alors peut-être pas encore les votes, mais ceux de vos parents, croyez-moi, ils y passent pas mal là-dedans. Hein. Et là, on est tout seul, hein. Voilà, on est tout seul. Donc, il est hors de question. Il est hors de question. Alors qu'ils le demandent, il faudrait même rire à cette demande. Mais une fois de plus, c'est bien joué de leur part. C'est une manière de nous dire, bon, alors d'accord, hein, l'Europe de la défense, vous aimez bien, mais voyez, dès qu'on vous demande de faire un effort, voilà, et donc c'est affleurer moucheté, il faut le savoir. Mais nous, c'est ce qui nous permet encore de peser. Le seul inconvénient que je vois à ces deux atouts majeurs, c'est que finalement, ce sont des atouts tellement importants qui ne nous aident pas beaucoup à résoudre les crises, comme au Mali, comme en Afghanistan, etc. Et qu'à un moment donné, les Français oublient qu'il faut malheureusement faire les deux. Il faut à la fois une dissuasion, qui dissuade les grands de ce monde, mais que ça ne suffit pas. Voilà, et c'est peut-être ça. Autant dans les années 60-70, on pouvait quasiment expliquer que c'était un peu tout ou rien. Voilà, on avait une armée française qui servait, notamment à Berlin-Ouest. Hein, Monsieur le sénateur parlait du quartier Napoléon, c'était les otages. Voilà, c'était une manière de dire on ne vous laissera pas tomber. Hein, on a des soldats français là-bas, donc en cas de conflit, nous serons également en première ligne, puisqu'il y a des otages. Mais l'armée française, on lui demandait de tenir 3-4 jours. C'était ça. Hein, donc elle était mal équipée. C'était pas grave. 3-4 jours pour tester la volonté soviétique d'aller jusqu'au bout de leur logique. Et en 3-4 jours,
on aurait très bien vu s'il pénétrait davantage en Allemagne, s'il s'en prenait à nos intérêts vitaux. Voilà, et on avait 3-4 jours pour éviter le tout ou rien. L'armée française servait à ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que personne ne se sent vraiment menacé par le nucléaire chinois, russe, indien, bon, un peu plus nord-coréen peut-être, mais pas tant que ça. Voilà. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, il vous faut tout. Voilà. Face à la cyber, il faut de la cyber. Face au terrorisme, il faut du contre-terrorisme. Face au nucléaire, il faut un peu tout. Voilà. Et ça, c'est tellement exigeant. Pour l'instant, les Français suivent. Les Français apprécient leur défense. Ils aiment bien leur armée, etc. Mais on pourrait très bien un jour avoir un retournement, une espèce de fatigue stratégique de pays qui n'en peut plus, de pays qui dit à quoi bon tout ça. Allez, faites-moi pour 10 milliards, faites-moi pour 15 milliards. Voilà. Mais tant que tant que ce moment n'est pas arrivé, gardons évidemment nos attributs qu'aucune puissance au monde n'aurait la bêtise de donner. Eh bien justement, mon général, vous parliez des attributs de la France. Pensez-vous que la France a intérêt à participer à la construction européenne ? Cela peut paraître bête, mais par exemple, et ce n'est certainement pas à vous que j'apprendrai ça, pour l'intervention au Sahel, vous l'avez dit, la France est quasiment toute seule. Alors, est-ce qu'en participant à la construction de cette défense européenne, la France a quelque chose à gagner auprès de ses partenaires et de ses alliés ? Non, mais écoutez, moi je pense que l'Union européenne est un atout pour la France, mais évidemment se pose la question de quelle Union européenne ? Je ne crois pas un instant à l'Europe fédérale. Je pense qu'elle méconnaît l'histoire des peuples qui constituent les nations européennes. Nos nations sont faites d'histoire et de géographie, et la profondeur de cette histoire et de cette géographie font que les nations européennes qui constituent cette Union européenne sont beaucoup trop profondes. Et donc le fédéralisme, me semble-t-il, va à l'encontre de ces traditions, de ces cultures. Et donc c'est pourquoi je ne crois pas au fédéralisme européen, je ne crois pas à l'idée d'un ensemble qui soit à ce point intégré qu'il aille vers la fédération. Et quand le terme d'armée européenne est employé au singulier, armée européenne et eux au singulier, eh bien même si ce terme n'a été employé qu'une seule fois par le président de la République, et il ne l'a plus jamais employé depuis, une seule fois. Quand je suis allé à la rencontre d'un certain nombre de nos partenaires européens, tout le monde, sans aucune exception, m'a interrogé sur le sens de cette expression. Tout le monde m'a demandé, mais qu'entendait le président de la République française par armée européenne ? Même si le terme n'a été employé qu'une seule fois, l'onde de choc est telle que même 2 ans, 3 ans plus tard, quand un Français s'intéresse à ces questions et dialogue avec les partenaires européens, la question revient. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est dire la puissance du terme, même employé une seule fois. Et je pense que armée européenne au singulier, c'est du fédéralisme. Ce n'est donc pas la vision que je défends. C'est pourquoi je parle de défense européenne, parce que je pense profondément que les armées nationales peuvent mieux travailler ensemble. Il existe des exemples concrets. Le ATC à Eindhoven, entre les armées de l'air, le partage de matériel, tout ceci fonctionne admirablement et depuis 10 ans. Ça, ce sont des exemples extraordinaires à développer. Donc il y a des choses à faire, mais ne partons pas sur ces théories fédéralistes qui, à mon avis, méconnaissent l'histoire, la culture, la géographie de nos États-nations. Voilà, peut-être j'ai essayé de synthétiser un peu cette vision de l'Europe. Bon, je pense que notre président, en employant le terme armée européenne, honnêtement, je pense que c'est une bévue, je pense que c'est une erreur, je pense qu'il a dû le regretter parce que, d'ailleurs, il ne l'a jamais employé et c'est totalement injustifié. L'armée européenne, on a failli l'avoir dans les années 50. Et les Français ont été à la fois à l'origine de l'idée et ce sont eux qui ont torpillé le projet. Là aussi, grande cohérence, qui amuse beaucoup nos petits camarades européens.
le plan Pleven, Communauté européenne de défense, on propose en 1952 et 2 ans après, donc les communistes à 100%, les gaullistes à 80%, et puis tous les partis étaient partagés. Ça rappelle d'ailleurs le vote Maastricht, ça rappelle le vote de 2005 sur le référendum sur la Constitution européenne. Les partis très divisés. Voilà. Tous les partis, la fracture passait à l'intérieur de chaque parti. Voilà. Et à cette époque-là, on a vraiment été à 2 doigts de l'avoir. Mais une fois de plus, pourquoi ? Parce qu'il y avait Staline. Voilà. Vous enlevez la clé de voûte de l'entente européenne, mais existentielle, tout s'effondre. Voilà. Et donc, si au pire moment de la menace, on n'a jamais connu une menace pire, et aujourd'hui que les archives, alors elles sont plus ou moins ouvertes, mais enfin, les langues se sont déliées, les généraux russes ont parlé, oui, il y avait vraiment le plan d'invasion. Alors c'est marrant parce que ça s'arrêtait sur le Rhin, comme quoi la dissuasion française, elle avait peut-être son rôle, mais voilà. Les plans d'invasion de l'Europe n'étaient pas un mythe, ça existait réellement. Et donc si on n'a pas eu une armée européenne au pire moment de notre histoire, c'est pas aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de menace particulière sur le continent européen, qu'on va l'avoir. Il faut être un petit peu réaliste là. Voilà. Alors qu'après, il y ait toujours la volonté de faire des choses ensemble, ça c'est très bien. Vous parliez à l'instant, en effet, on a mis en commun, on appelle ça le pooling and sharing. Pooling, faire un pool et partager après. Bon, alors souvent, malheureusement, on partage et on associe un peu la misère. Il n'y a pas grand-chose. Mais ça fonctionne quand même. Quand vous mettez en commun des avions, et c'est vrai que grâce à ça, on a toujours eu des avions de transport, etc. Donc, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui fonctionne, toutes les expériences où chacun accepte de mettre au pot commun certaines choses, ça fonctionne. Mais après, non. Armée européenne, il n'en est même pas question. C'est-à-dire que personne n'en veut. Voilà. Et là, ce sont des débats typiquement français qui n'intéressent pas les autres pays. Et on serait, je vous dis, vous seriez, bon, une fois plus, l'Europe de l'Est. L'ex-Europe de l'Est, on comprend parfaitement sa position, mais même des pays comme, vous voyez, la Hollande, tout ça, ne comprennent absolument pas ces débats. C'est de la perte de temps. Il y a quelque chose qui s'appelle l'OTAN, qui est efficace, qui a fait ses preuves. Ça suffit amplement. Le reste, on ne voit pas. Et là, notre pays, je pense qu'il ne faut pas qu'il en rajoute. Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'il se sente investi d'une mission particulière, qu'il fasse du bilatéral, qu'il fasse des choses pragmatiques très bien, qu'il essaie de se projeter dans 50 ans, dans 10 ans. Ça, c'est bien. Demain, l'Amérique, ça peut changer. Quand on voit où en est l'Amérique aujourd'hui, en effet, on peut se poser beaucoup de questions sur le lien, etc. Donc ça, c'est très bien. Voilà, ça s'appelle faire de la géopolitique, tout simplement. Et l'Europe, ça existe. Et elle a une géopolitique, elle a des intérêts différents de ceux de l'Amérique. Tant que c'est ça, c'est très bien. Mais après, essayer de créer une chose qu'on n'a pas été capable de faire, alors que tout s'y prêtait, voilà, ça ne tient pas la route. En mathématiques, on appellerait ça raisonner par l'absurde, mais ça ne peut pas fonctionner, puisqu'on n'a pas été capable de le faire quand il y avait une véritable menace. Voilà. Donc, pragmatisme, des politiques de partage, faisons du matériel en commun, on a de beaux exemples, voilà. Mais sachons aussi à un moment donné entretenir ce petit bijou que nous avons et quand même reconnaissons que dans les sujets de fierté de notre pays, celui-là en est un, donc entretenons-le et n'allons pas le brader pour faire plaisir à je ne sais trop qui. Bon, merci, vous avez répondu finalement du coup à ma question suivante. Donc, on passe directement à la question d'après. Okay. C'était pour savoir si du coup il fallait en rajouter au niveau de l'armée, créer une véritable défense avec plus de contingence entre les pays ou même créer évidemment une armée. Puis vous avez répondu que finalement non. Si la réponse vous suffit. Peut-être 2 éléments complémentaires. Je reviens sur... on partage l'analyse que cette idée d'une armée européenne au singulier, je rappelle, est une erreur stratégique. Je vais apporter un élément nouveau pour attaquer ce concept. Le Brexit. Imaginez un instant. Le Brexit fait jurisprudence, c'est-à-dire que dorénavant, on sait qu'un État membre de l'Union européenne peut décider de quitter l'Union européenne. Bon.
Avant le Brexit, la question était théorique, on se posait la question. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence Brexit. Mais s'il y avait une armée européenne, qu'adviendrait-il de la défense d'un pays qui quitterait l'Union européenne? Se retrouverait-il sans armée? Je crois que cela est une démonstration implacable contre une armée européenne. Bon, eh bien, merci. Alors, nous allons maintenant passer à un format un peu plus décontracté pour finir cette conférence. Avec Solène, nous avons préparé quelques petites questions. Le but, appelons ça format face cam ou combini, comme vous voulez, c'est de répondre très rapidement entre deux réponses. Alors attention, c'est parti. Oui, bien sûr, mon général. Ça intéresse énormément les étudiants. Alors, attention, 007 ou OSS 117? OSS 117, évidemment. OSS 117. Delon ou Belmondo? Delon ou Belmondo? Belmondo. Belmondo. Napoléon ou De Gaulle? Question piège. Napoléon. De Gaulle. ICES ou Sciences Po? ICES. Tiens, Sciences Po, là, vous le méritez. Tiens. Attention, F-35 ou Rafale? Non seulement Rafale, mais permettez-moi de rappeler le bon mot de Florence Parly. L'article 5 n'est pas l'article F-35. Oui, Rafale aussi. Cameron ou Bazeille? Cameron ou Bazeille? Cameron. Cameron. Et enfin, puisque nous parlons d'Europe et d'Europe de la défense, votre couple franco-allemand le plus emblématique? Gerd Müller, Rocheteau. De Gaulle, Adenauer, j'ai envie de dire bien évidemment, mais de façon plus originale peut-être, je ne sais pas si ce terme, compte tenu de la génération, vous vous en rappelez, on a utilisé à un moment le terme Merkozy. Je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose, c'était l'alliance entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, on avait utilisé le mot Merkozy à un moment. Et je me rappelle d'un des passages d'un ouvrage de Bruno Le Maire quand il était ministre de Nicolas Sarkozy. Il expliquait dans son livre une discussion entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et Nicolas Sarkozy s'énervait qu'Angela Merkel ne prenne pas des décisions plus allantes, plus rapides, alors qu'il semblait être sur la même longueur d'onde. Et en réalité, l'Allemagne étant un État fédéral, le pouvoir dont dispose la chancelière est bien moins grand que le pouvoir dont dispose le président de la République dans l'exécutif français, qui est un exécutif fort. En réalité, en Allemagne, le pouvoir est au Parlement davantage. Et donc, Bruno Le Maire relate cette discussion et un peu l'énervement de Nicolas Sarkozy dans sa discussion avec Angela Merkel. Et Angela lui dit « Mais Nicolas, tu es beaucoup plus fort que moi. » Oui, ne serait-ce que pour la stature, évidemment, des personnages, de Gaulle, Adenauer. Un, parce que c'est vraiment le début de la réconciliation, hein, la vraie. Voilà. Et puis deux, parce que le fait que la première rencontre symbolique ait eu lieu à la cathédrale de Reims en 1962, on voit que c'est encore une Europe qui se souvient qu'elle a été chrétienne. Ce qu'on ne verra plus après avec les différents dirigeants. Voilà. Konrad Adenauer, hein, le démocrate chrétien et le président qui n'a jamais fait part de sa foi, mais lui, c'est ce que c'est, là, une France chrétienne. Eh bien, 1962, cathédrale de Reims. Hein, pourquoi Reims? Puisque Reims, en 14-18, avait énormément souffert de la Première Guerre. Et donc, en se réunissant là, c'était vraiment une manière de dire, allez, on tourne la page, maintenant on est alliés.
Voilà, et donc cette rencontre De Gaulle-Adenauer, pour moi, voilà, c'est vraiment la plus importante de ces fameux couples franco-allemands. Merci beaucoup, mon général. Merci, monsieur le sénateur. Pour clôturer cette conférence, eh bien maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des questions, nous allons passer dans l'amphi pour vous donner le micro. Le général a brièvement esquissé le problème qui sous-tend la culture d'une telle industrie, le problème économique. Et nous, Français, entreprenons de plus en plus de transfert de technologie vers l'Allemagne pour créer des géants, disons-nous. Et j'aimerais avoir vos avis sur le problème de l'intelligence économique. Si vraiment l'Europe voudrait créer une troisième voie, un peu à la manière de vers un peu comme la vision française, ou alors c'est un autre rapt allemand sur nos industries. Bon, vous êtes un peu, comment dirais-je, bon, déjà, moi, l'intelligence économique, on en fait nous aussi, hein, il ne faut pas nous prendre pour plus incrédules, naïfs, nous aussi, hein, on a des services, on le fait peut-être plus succinctement que les autres, mais on n'est pas des saintes ni touches, hein, donc moi, une fois de plus, ça ne me dérange pas que les autres. Ce que je n'aime pas, c'est quand les autres se présentent comme des saintes ni touches, c'est ça qui est absolument insupportable. Bon. Avec les Allemands, là aussi, ils ont leurs intérêts. Alors vous faites probablement, quand vous dites on leur passe beaucoup de choses, vous faites probablement référence à l'avion. Hein, et là, je pense que vous pourrez vraiment leur répondre. Bon, c'est de bonne guerre. Cet avion, on pourrait le faire seul. Honnêtement, Dassault a les moyens de le faire seul. Bon. Et Dassault l'a bien fait comprendre, peut-être pour mettre la pression, hein, pour que le plan B, qu'on monte bien aux Allemands, que le plan B, il est possible. Et donc, il fallait qu'ils fassent quelques concessions. Voilà. Il est évident que pour cet avion, c'est plutôt eux qui ont intérêt à le faire. Voilà. Après, les coûts engagés, alors on est dans du 2040-2050. Hein, le Rafale, c'est pas la semaine prochaine qu'on va. Donc là, on est. Et l'avion de 2040, bon, on dit avion, d'ailleurs, vous avez quand même noté au passage qu'on ne dit pas avion. Hein, parce que, bon, oui, ça devrait être un avion, mais après tout, hein, laissons. Alors. Notre intérêt là-dedans, voilà, c'est de savoir qu'on fait un beau cadeau et qu'en échange, on attend peut-être, hein, c'est peut-être dans un tout. Et là, j'avoue, moi, ne pas en savoir plus. Dans la dot de la mariée, ce qu'on amène est très important. Voilà. Les Français amènent beaucoup, ils pourraient s'en passer. Les Allemands, on sait que ce n'est pas leur point fort, donc on amène beaucoup. Est-ce qu'on va s'en mordre les doigts? Est-ce que c'est un Eurofighter qui se prépare? Est-ce que finalement Dassault aurait très bien pu, fort de ses compétences? Moi, je suis plutôt comme ça, voilà. J'avoue que mais je suis prêt à comprendre. Hein, la coopération, elle a fonctionné. Hein. Vous avez un très bel avion qui s'appelle le Transal, hein, qui a été la brouette, le taxi des armées françaises en Afrique pendant quasiment 50 ans. C'est un magnifique projet. L'A400M, ça marche également très bien. Et on ne l'aurait pas fait tout seul. Alors, il a eu des déboires, ça a été long. Hein, on a perdu 4 ans, il coûte beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, on a un bel avion qu'on va vendre sans problème. C'est un petit, voilà. Donc, de temps en temps, ça marche très bien. De temps en temps, ça ne marche pas. On fait des cadeaux. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment, à votre question. Parce qu'en matière d'intelligence économique, écoutez, voilà, nous aussi, on essaie d'en récupérer. On fait attention. Là-dedans, on n'a pas beaucoup d'amis. On a vu qu'on pouvait être espionné par nos plus proches alliés. Voilà, je crois, pas de naïveté, quoi. Une fois de plus, moi, je suis surpris que les gens soient surpris. Voilà, c'est plutôt ça. Je suis surpris de la naïveté congénitale de certains. Alors, sur les deux grands projets, MGCF et SCAF, donc le MGCF, c'est le char du futur en franco-allemand, le SCAF, le système de combat aérien du futur en franco-germano-espagnol. Pourquoi on le fait et est-ce qu'on défend les intérêts français?
Premièrement, on le fait parce que l'objectif américain, c'est d'anéantir l'industrie européenne sur ces questions. Et le Rafale est le meilleur avion du monde, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce que les Belges achètent du F-35 ou les Suisses achètent du F-35. Pas parce que c'est un meilleur avion, ni parce qu'il coûte moins cher, mais parce qu'ils sont tenus dans une négociation beaucoup plus globale, pour des raisons différentes. L'industrie pharmaceutique suisse a comme premier client les patients américains. Donc en fait, ce sont des négociations qui parfois n'ont strictement rien à voir avec les enjeux de défense. Et donc, en fait, on peut faire le meilleur avion du monde, qui soit le moins cher, et quand même perdre le contrat. Parce qu'en réalité, il s'agit d'autre chose. On n'est pas sur un marché pur et parfait, cher à Adam Smith. Vous voyez, on est sur des questions où il y a des biais absolument considérables. Autre exemple, donc avec la Belgique. En fait, les moyens de pression, il se trouve que la Belgique accueille en son sein le SHAPE et le siège de l'OTAN. Et pourtant, la Belgique ne respecte pas les engagements otaniens de dépenses de 2% de PIB pour sa défense. Et donc elle en bénéficie considérablement. Eh bien, à un moment, dans des négociations extrêmement âpres, elle achète américain. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en réalité, on pourrait faire le meilleur avion du monde 10 fois moins cher, on perdrait quand même des contrats. Parce qu'en réalité, on n'achète pas simplement un avion, on achète un accord avec les États-Unis. Et donc, dans ce contexte-là, qui est un contexte qui, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec ni les questions de défense, ni les questions de qualité de l'appareil que l'on vend, ni de son prix, d'ailleurs. Dans ce contexte-là, en réalité, l'offensive américaine, elle est extrêmement puissante. Et il faut voir la pression qui est mise sur des députés polonais par les industriels américains pour acheter du matériel américain. C'est juste sidérant. Vous n'imaginez même pas le niveau de pression qui est mis sur les parlementaires. Et donc, dans ce contexte-là, une des idées du SCAF, c'est que cela coûte des sommes absolument vertigineuses, parce qu'en réalité, la défense coûte de plus en plus cher. La technicité du matériel est de plus en plus chère. Les investissements en intelligence artificielle sont juste phénoménaux. Le SCAF est un système de systèmes avec un essaim d'appareils. En réalité, ce n'est pas un avion, mais il est entouré de ce qu'on appelle des remote carriers, c'est-à-dire, on dit en français, des effecteurs déportés, qui sont soit des missiles volants qui, en fait, suivent l'appareil et qui permettent d'avoir davantage de missiles que ceux qui sont fixés à l'appareil, plus des drones qui en fait suivent l'appareil par intelligence artificielle et font de l'observation, etc. C'est un essaim d'appareils. Donc le développement, on passe vraiment à un saut technologique absolument majeur. Cela coûte un fric monstre en investissement de recherche et développement. C'est pour ça que l'horizon, effectivement, c'est 2040, avec une durée de vie de 40 ans. Donc imaginez la projection, on se projette à 2080. Et donc, dans ce contexte, un des atouts du SCAF, c'est d'avoir dès le début 3 clients. C'est-à-dire que quand on met autant d'argent, en fait, on a 3 clients, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le client allemand? Parce qu'en réalité, en France, on ne s'est pas rendu compte d'une chose ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre des puissances en Europe est rompu parce qu'il existe une hyperpuissance économique qui s'appelle l'Allemagne, et nous ne l'avons pas vu venir. Aujourd'hui, la différence de PIB par an entre la France et l'Allemagne, c'est, tenez-vous bien, 1000 milliards d'euros par an. 1000 milliards. Le PIB français, c'est à peu près 2600 milliards d'euros. Le PIB allemand, c'est 3600 milliards d'euros. Il y a 1000 milliards d'écart de PIB. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai découvert ça en faisant mes travaux, aujourd'hui, la France investit approximativement 1,85% de PIB dans la défense, ça fait 40 milliards. Les Allemands, eux, dépensent beaucoup moins en pourcentage de PIB, ils dépensent 1,3%, donc il n'y a absolument pas militarisation de l'Allemagne, il y a un effort de défense qui est faible, 1,3% de PIB, c'est pas beaucoup. Eh bien, sauf que 1,3% d'un PIB qui fait 1000 milliards de plus,
suivez le calcul mathématique, en fait, ça fait autant que nous. Ce qui fait qu'il y a une note de l'OTAN qui est parue, qui montre bien que les Allemands se sont mis à dépasser nos dépenses militaires. Mais pas par effort de défense, c'est juste qu'ils sont devenus une hyperpuissance économique. Voilà un petit peu des éléments de réflexion par rapport à la question que vous avez posée. Si vous permettez, et si en plus vous enlevez la dissuasion qu'ils n'ont pas financée, si vous enlevez toutes les forces dites prépositionnées, le 1,2%, 1,3%, c'est énorme par rapport à nous. Et c'est là qu'on voit. Et un autre point, c'est on parlait là donc du choix belge sur les F-35. Voilà, donc ça on s'y attendait, hein, c'est pas une vraie surprise. En revanche, les Belges nous ont fait quand même l'honneur de choisir le système Scorpion, vous savez, qui est donc le système aujourd'hui de notre armée de terre. Mais non seulement ils ont acheté les équipements, mais ils prennent tout, doctrine, entraînement, et c'est comme si on avait en fait une partie de l'armée de terre belge devenue française, totalement intégrée. Voilà. Donc, vous voyez, on ne gagne pas forcément partout, mais de temps en temps, on a de vraies satisfactions avec eux. Ça, c'est pas très connu, mais voilà. Les Belges, au moins, voilà, il y a un effort. Hein, on prend tout. Et donc, on participe, on vous achète le matériel, mais on veut tout. La formation, les équipements et la doctrine. Et ça, c'est très important pour nous. Bonjour, du coup je vais rebondir sur ça. Ursula von der Leyen, lors de son discours sur l'état de l'Union, a annoncé qu'elle voudrait faire un effort sur la question de fiscalité pour pousser les pays européens à acheter européen. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un travail qui pouvait être fait au niveau de l'Union européenne pour favoriser en fait les achats entre pays européens et du coup développer une industrie européenne de la défense? Alors, il y a un premier élément important qui s'appelle le FEDEF, le Fonds européen de défense, qui a été créé en 2018 et qui est doté, au départ, dans les premières discussions, l'objectif c'était de doter de 13 milliards d'euros. Finalement, il est doté de 8 milliards d'euros. C'est de la recherche et développement. Et c'est une rupture historique dans l'histoire de l'Union européenne parce qu'en réalité, les questions de défense étaient tabous depuis l'échec de la CED. Et donc, c'est une évolution qui va dans le bon sens. Et la France a toujours été extrêmement favorable à la création de ce Fonds européen de défense. Et donc, c'est un premier pas qui va dans le sens de ce que vous dites. Mais je reviens sur mon propos antérieur. Vous voyez, ce n'est pas un marché comme les autres. Vous voyez, c'est un marché qui n'est pas libre et non faussé. C'est un marché incroyablement faussé. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Dans l'Europe des 27, vous avez, depuis le départ de la Grande-Bretagne, vous avez 5 pays qui ont une industrie d'armement digne de ce nom. Les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols et les Suédois. Les autres n'ont plus rien. Donc l'enjeu n'est pas du tout le même. Voilà. Nous devons défendre l'un des fleurons de notre industrie, hein, ce qui marche bien. Derrière, il y a non seulement des bureaux études, de la matière grise, des emplois, de l'exportation. Donc pour nous, c'est vraiment l'équivalent. Je ne vais pas dire que c'est l'automobile allemande, mais c'est un fleuron. Hein. Donc nous, on doit tout faire pour que cette base industrielle soit bien défendue. Les Allemands défendent très bien leurs intérêts. Les Italiens, ils sont très bons dans tout ce qui est la partie navale. Après, les Suédois, ils sont très bons dans tout. Les Suédois, le fait d'avoir été neutres et d'avoir dû compter sur leurs propres forces fait que, en fait, la Suède et la France, nous, le fait de sortir de l'OTAN et d'avoir dû se débrouiller, c'est comme eux. Voilà. Les autres pays n'ont pas grand-chose. Par contre, ils ont des sous-traitants. Et pour participer à un moment donné pour répondre à des appels d'offres, vous n'avez pas besoin d'être vous-même un grand producteur d'avions, de chars. Vous pouvez être simplement celui qui fait la turbine de ceci, celui qui fait la conduite de cela. Voilà. Donc, ce Fonds européen de défense, même s'il a été moins bien doté, hein, les 8 milliards, ça va retomber, oui, sur nos PME, sur nos entreprises et de tous les pays. Voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ce n'est pas un gadget, c'est quelque chose d'utile. Voilà donc un exemple de ce qui peut être fait dans ce domaine-là. Mais je dirais que nous, peut-être par rapport à d'autres pays,
parce que la situation est peut-être plus compliquée, qu'on a perdu beaucoup de pans entiers de notre industrie. Ce n'est pas le moment de venir sacrifier ce qui demeure, hein, l'un de nos plus beaux outils. Voilà, ce serait vraiment là du gâchis. Hein, je vous dis, en emploi direct et indirect, on doit arriver, je ne sais plus, on doit arriver à 300 000 peut-être. Hein, voilà. Donc pour nous, c'est c'est casus belli. Hein, là. Bonsoir à vous deux. Je voulais vous remercier dans un premier temps pour votre intervention qui était enrichissante, pour laquelle j'ai appris beaucoup de choses. J'ai noté 2 choses en particulier. La première, et je suis content qu'on ait nommé le pays directement, c'est que la Russie n'envahira pas, ce qui, je pense, évidemment, est absolument logique, et que les pays européens ont tous des intérêts divergents, que ce soit en Europe ou même dans les autres parties du monde. La question que j'aurais pour vous, et qui va peut-être paraître stupide et candide, mais je pense qu'elle est pourtant centrale, c'est on parle de projet de défense européen, mais contre qui et pourquoi exactement? Cette question est absolument fondamentale et c'est une des conclusions de notre premier rapport justement sur la défense européenne, c'est la question de l'analyse des menaces. C'est-à-dire, est-ce que les Européens s'accordent sur l'analyse des menaces ou non? Et dans nos travaux, nous avons constaté, nous avons dans un premier, disons, fait 4 catégories. Première catégorie, la catégorie à laquelle appartient la France, l'Espagne, la Belgique. Pour nous, la menace, c'est ce qu'on appelle la menace sud en langage otanien, c'est-à-dire c'est le terrorisme islamiste. C'est la menace principale sur le sol français. Voilà. Et d'autres pays européens ont été frappés sur leur sol. Mais clairement, c'est ça. Quand on interroge les Baltes, les Polonais, les Roumains, moi j'ai été stupéfait de ce que j'ai entendu à Bucarest ou à Moscou. À Bucarest, par exemple, on m'a décrit, quand je dis on, c'est dans les ministères, hein, on m'a décrit le plan de la Russie de faire de la mer Noire une mer intérieure. Je n'y crois pas une seconde. Mais quand je me suis rendu à Bucarest, c'est de ça dont on m'a parlé. On m'a dit, regardez bien, la frontière russe sur la mer Noire s'est étendue dans les 2 directions. Au sud, en Abkhazie, en Arménie, et à l'ouest, en Géorgie, pardon, et à l'ouest, avec la Crimée. Ce sont les 2 côtés, le côté sud et le côté ouest, donc une extension des 2 côtés de la frontière, du front de mer russe sur la mer Noire. Et donc le discours qu'on m'a tenu à Bucarest, ce sont des étapes vers l'objectif de faire de la mer Noire une mer intérieure. Donc vous voyez, c'est ça le discours de nos partenaires. De la même manière, quand on va à Varsovie, ce dont on nous parle, c'est de plans qui lieraient la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad, ce qui couperait la route des 3 pays baltes qui aujourd'hui ont une frontière avec la Pologne. Donc vous voyez, qui parle de ça en France? Personne, jamais, en aucune circonstance. Mais quand on va chez eux, chez nos partenaires, c'est de ça dont eux nous parlent. Et donc, vous mesurez bien que l'analyse des menaces devient essentielle. Par exemple, un autre exemple. Pour ne pas être dépendant ou moins dépendant du gaz russe, les Polonais font acheminer par tanker du gaz qui vient des États-Unis, qui traverse toute l'Atlantique et qui arrive au large de Stettin. Bon. Donc, voilà. Donc ça, c'est donc j'ai envie de dire, c'est le deuxième groupe. J'ai parlé de 4 groupes de pays. Donc le premier auquel appartient la France, la menace sud. Le deuxième groupe de pays pour qui la menace, c'est la menace est. Troisième groupe de pays, ou plutôt de populations, ce sont des populations, et je ne pense pas en particulier à l'Allemagne, qui ne se sentent menacées par personne. Aussi stupéfiant que ça puisse l'être, les Allemands ne se sentent ni menacés par le terrorisme islamiste, et assez curieusement d'une certaine manière, puisque souvenons-nous de l'attentat islamiste sur le marché de Noël de Breitscheidplatz à Berlin. Mais ils l'ont oublié.
Et Gerhard Schröder, ancien chancelier, est allé travailler directement après avoir perdu les législatives, est allé travailler pour Gazprom afin que Nord Stream et Nord Stream 2 permettent d'acheminer du gaz russe directement par la Baltique en Allemagne. Donc vous voyez, la menace Est, pour eux, ça ne compte pas non plus. Donc je ne parle pas des états-majors, hein, je parle des populations. Donc il n'y a pas de menace pour eux. Donc ça, c'est aussi un groupe de pays. Et enfin, quatrième groupe, et c'est là où on peut se mettre d'accord, où il y a vraiment consensus, c'est sur la menace cyber et la menace dans l'espace, c'est-à-dire les nouveaux espaces de conflictualité. Donc nous avons prôné dans notre rapport la création d'un premier livre blanc européen qui fasse ce travail d'analyse des menaces. Alors ça ne s'appelle pas le livre blanc comme nous l'avions préconisé, mais en fait ça va voir le jour, ça s'appelle la boussole stratégique de l'Union européenne. Nos travaux ne sont qu'une petite pierre dans l'édifice qui a amené cette décision de créer la boussole stratégique de l'Union européenne, mais sachez que les services secrets des 27 États de l'Union européenne ont pour la première fois partagé leur analyse des menaces. Et je crois que ça répond exactement à votre question. Oui, donc en matière de menaces, en effet, bon, côté français, on n'en voit pas beaucoup. Hein, mais nous, on a la chance d'être placés du bon côté. Hein, et une fois de plus, on comprend que pour d'autres, ça soit moins évident. La clé, probablement, hein, si on ne veut pas perdre de temps, si on ne veut pas que ces 20 prochaines années soient inutiles et que dans 20 ans, on dise, mais un peu comme l'ont fait les Américains avec l'Afghanistan, mais qu'avez-vous fait de vos talents pendant 20 ans ? Pendant que le monde bougeait, pendant que l'Asie bougeait, vous perdiez votre temps. Et nous, cette question, il faudrait qu'on soit capable, à un moment donné, de la dire aux Polonais et aux Russes. Voilà. C'est vrai que vous avez passé votre temps à vous affronter. C'est vrai qu'il y a un énorme contentieux, une fois plus qu'on ne mesure pas. Mais à un moment donné, il faudra bien que Russes et Polonais comprennent qu'ils sont dans le même camp. Voilà. Et là, il y a une clé. Alors, je pense qu'évidemment, on y travaille. Je pense que, en plus, nous, là-dedans, en français, on a une carte à jouer, puisque historiquement, ce sont deux peuples qu'on aime bien. Alors là, on a quand même réussi le grand prodige d'être mal avec les uns et les autres au même moment, ce qui est un prodige hallucinant de la diplomatie française. Ça ne nous était jamais arrivé, vous voyez. Être mal avec l'un, mais bien avec l'autre, ça, on a fait. Mais être mal au même moment avec Polonais et Russes, là, chapeau. Là, il y a un grand coup de chapeau à la diplomatie française, parce que historiquement, c'est jamais arrivé. Mais en tout cas, les peuples s'apprécient. Voilà. Et nous, on a une carte à jouer là-dedans. Là, vous avez probablement l'une des clés, l'un des verrous à faire sauter. On voit bien que ça ne dépend pas de nous. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, les Russes nous aident un peu, et que les Russes aussi, à un moment donné, acceptent de dire, vous voyez, on se sent quand même plus proche de vous que des Chinois. Si ce n'est pas le cas, après tout, moi, je ne sais pas. Je pense, hein, j'ai lu comme vous des choses, j'ai cru comprendre que les Russes aimaient bien, en tout cas les Français. Mais si demain, allant de déception en déception, ils décidaient de se sentir plus asiatiques, je n'y crois pas, hein, parce que c'est pas possible, hein, un peuple ne change pas comme ça, mais voilà. Et ça, tant qu'on n'en est pas là, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps en Europe, nous perdons notre temps à voir le danger là où il n'est pas forcément, en dehors de ce que vous avez indiqué, parce que là, de ce côté-là, par contre, en cyber, il faut leur montrer qu'ils commencent un peu à nous fatiguer. Mais le danger est évidemment pour nous, hein, et là, l'Europe du Sud, c'est là quand même qu'on se sent, les Latins, voilà, nous, on ne se sent pas Europe centrale, nous. Hein, voilà. Je vous remercie. Attendez, c'est compliqué. Bonsoir. Tout à l'heure, on parlait du Royaume-Uni, de la France, qui sont des puissances qui ont l'arme nucléaire. On avait vu un peu les enjeux défensifs, mais est-ce que dans un cadre seulement européen, ce n'est pas plus l'économie ou le financement des armements qui compte? Est-ce que par exemple l'Allemagne n'a pas une place plus importante dans une Europe de la défense, plus que la France qui a l'arme nucléaire, mais qui ne pourra pas s'en servir dans tous les cas contre des pays européens ou qui ne peut pas convaincre par ça? Oui, vous n'avez pas tort. En gros, vous venez de synthétiser ce qu'est la puissance aujourd'hui. La puissance, elle a plusieurs facettes, et que quand vous avez une faiblesse dans un domaine, vous avez beaucoup de mal à la compenser par le reste.
Donc posséder l'arme nucléaire est un avantage, mais ça ne suffit pas, évidemment, à faire de notre pays un pays qui pourrait arriver à avoir plus d'influence dans le monde. Et c'est évident qu'à un moment donné, le trou abyssal de nos finances publiques, etc., pèse à un moment donné. Je suis d'accord avec vous. Après, moi, je préfère quand même être, pour ma sécurité, dans un pays qui possède l'armement nucléaire. Voilà. D'autant plus que les investissements ont été faits, il faut les maintenir. Mais ça ne dispense pas, en effet, de mettre de l'ordre dans le reste. Ça ne dispense pas de... Voilà. Et l'Allemagne, oui, c'est vrai que l'Allemagne a une grande influence. Elle n'a pas l'armement nucléaire, elle n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité, ce qui ne l'empêche pas, voilà, quand elle parle, d'être évidemment extrêmement écoutée, en particulier en Europe centrale. Voilà, donc il faut les deux. Et ça, notre pays, bien, moi j'estime qu'il a les moyens, à condition de, voilà, de le vouloir et de faire preuve d'un peu de volonté. Mais il ne faut pas opposer les deux, hein, les deux vont ensemble. Je suis totalement en accord avec ce qu'a dit le général, bien évidemment, et j'ajouterais que, effectivement, vous avez raison, l'Allemagne, en réalité, n'a pas ses attributs de puissance géostratégique. Elle concentre tous ses efforts sur son industrie et sur sa puissance exportatrice. C'est ça aujourd'hui le motif de fierté. Et d'ailleurs, on ne peut comprendre la politique allemande que si on comprend qu'elle n'est animée pratiquement que par la défense de son industrie. C'est-à-dire que les positions diplomatiques de l'Allemagne sont prises en fonction des intérêts d'exportation de son industrie. Et ça, vous ne l'entendrez jamais. Mais en réalité, on ne peut comprendre que si on a cette grille de lecture-là. Et en particulier, en réalité, l'industrie allemande, c'est la bagnole. Et ça, si on ne l'a pas compris, on ne comprend rien à l'Allemagne. Parce qu'un Allemand sur 7 travaille dans l'industrie automobile. 1 sur 7. Le moteur de l'exportation allemande, c'est la voiture. Ils font des voitures premium, et c'est là que sont les marges. Et en fait, tout est tiré par l'industrie automobile. Et la grande angoisse de l'Allemagne, c'est quand elle voit arriver une entreprise concurrente comme Tesla, qui fait des voitures électriques, autonomes, et qu'elle a pris un train de retard là-dessus. Si jamais l'Allemagne rate le coche de l'automobile du futur, c'est en fait tout son modèle qui s'effondre. Et donc, vous verrez, la prochaine fois que l'Allemagne prend une position diplomatique, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'elle défend une position diplomatique ou est-ce qu'elle défend une position qui va dans l'intérêt de son industrie et quand il s'agit de son industrie, d'abord et avant tout de son industrie automobile. Et vous aurez une autre grille de lecture de ce que dit le ministre des Affaires étrangères allemand. Ma question porte plus sur le budget de la défense en France. La loi de programmation militaire prévoit d'augmenter chaque année le budget jusqu'en 2025. Alors tout simplement, est-ce qu'on va réussir à tenir ce cap jusqu'en 2025? Et si oui, est-ce que ce budget est suffisant? Alors l'objectif, le cap, c'est d'atteindre les 2% de PIB. Personnellement, je pense qu'il faut aller au-delà. Et pas tout simplement parce qu'en fait, le chaos du monde nous y oblige. D'une part, le chaos du monde nous y oblige, et d'autre part, parce que nous ne pourrons pas éternellement compter sur les États-Unis pour défendre le continent européen. Il y a en réalité, avec Donald Trump, une certaine forme de continuité avec Obama. Pas surtout, évidemment, quand il s'attaque au multilatéralisme onusien, ce n'est pas en continuité avec Obama. Mais le plus important, c'est le pivot asiatique. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis 100 ans, ont la position de leader mondial. Aujourd'hui, un compétiteur sérieux est advenu, la Chine, et menace de supplanter les États-Unis dans cette place de première puissance de la planète. Pour un Américain, c'est insupportable. Il
Il y a des livres extrêmement intéressants sur le sujet, avec le piège de Thucydide de Graham Allison, qui revient sur Sparte et Athènes. Bon, je vous recommande ces lectures qui sont passionnantes. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement que c'est un vrai questionnement pour les États-Unis. Le pivot asiatique défini par Obama, c'est la réorientation stratégique vers la compétition avec la Chine. Et donc, on voit bien que l'enjeu se fait de part et d'autre de l'océan Pacifique. D'un côté, on a les États-Unis, de l'autre, on a la Chine. Et donc, on voit bien que cet enjeu pour la course à la première position mondiale, se faisant de part et d'autre de l'océan Pacifique, il faudrait regarder une map monde centrée sur le passage d'un jour à l'autre, et non plus centrée sur Greenwich. Et si vous regardez ces cartes qui existent, ces cartes-là existent depuis longtemps, vous serez stupéfait, parce que l'effet visuel n'est pas du tout le même. Dans ces cartes-là, l'Europe est au bord de la carte. Et ça ne donne pas du tout la même impression. Et en fait, cette Europe qui est au bord de la carte, c'est aujourd'hui la bascule. Et donc, on voit bien que pour les États-Unis, en réalité, l'Europe n'est absolument plus la priorité stratégique. Et donc, nous ne pourrons pas éternellement compter sur les États-Unis pour nous défendre. C'est pourquoi nous devons, malgré toutes les réserves que nous avons formulées pendant toute cette conférence sur l'armée européenne et l'autonomie stratégique, malgré toutes ces réserves, nous serons condamnés, les Européens, à faire davantage pour notre propre défense parce que la protection, le parapluie américain ne sera pas éternel. Bon, en matière d'efforts de défense, ce qu'il faut voir, c'est les chiffres paraissent absolument gigantesques, puisqu'on a quand même été habitué depuis 1990, avec les dividendes de la paix, à perdre chaque année des pourcentages de PIB consacrés à la défense. Donc là, c'est plus un rattrapage. Et il est tout juste suffisant si on veut pouvoir refaire toute la composante sous-marine de la dissuasion. Voilà, il n'y a pas un euro en trop. C'est pas, en quelque sorte, on ne se lance pas dans une politique de très grande envergure. C'est pas, on n'a pas l'intention de se lancer à l'assaut du monde. On veut tout simplement être capable, au cours des 10 prochaines années, de refaire notre dissuasion nucléaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce pas qui était de 1,7 milliard jusqu'en 2022 et puis qui passera à 3 milliards. Voilà. Donc là-dedans, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de surplus. C'est ça où on renonce. Et comme on a vu qu'on ne tenait pas particulièrement à renoncer à la dissuasion, je pense que ce sera fait. Alors après, est-ce qu'on sera capable de faire davantage? Alors là, c'est une question éminemment politique, mais qui dépend à la fois de nos dirigeants, de nos futurs dirigeants, mais également de l'opinion française. Est-ce qu'il peut y avoir un retournement? La preuve, c'est que cette opinion, quand le budget a diminué, on ne lui a pas demandé trop son avis. Vous savez, à partir de 90, alors l'opinion, elle marchait. L'opinion, elle voyait rogner chaque fois. Alors, dans les sondages, c'était assez sympathique. On disait, oui, on aime bien notre armée, mais ce n'est pas pour autant qu'on veut y consacrer davantage. Voilà. Vous pouvez très bien, on peut malheureusement avoir une espèce de crise permanente qui s'instaure et qui fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de rogner sur tout. Donc ça, c'est vraiment le scénario catastrophe. C'est un scénario vraiment, mais là, de perte d'influence. Là, vous chutez. Voilà. Là, il y a un décrochage. Bon, il ne faut pas... Voilà. Le risque existe néanmoins, parce que tout ça, il faut vraiment beaucoup de volonté. Il faut énormément de volonté pour justifier à une opinion publique qui n'attend qu'une chose, c'est que vous lui fassiez des cadeaux à droite et à gauche. On voit bien, même la thématique des 32 heures, vous avez vu qu'elle vient d'être remise sur le... Voilà, tout ça, c'est des choses que l'on ne maîtrise pas. Voilà, moi, je dirais qu'à vue humaine politique, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, vu pour l'instant les candidats qui ont une chance de figurer et de compter de 2022 à 2027, oui, je pense qu'on va le faire. Est-ce qu'on fera plus? Est-ce qu'on aura la sagesse de faire ce que vous conseillez? Après, ça, là, il faut vraiment beaucoup de vertu. Voilà. Est-ce que les Français auront cette sagesse? On verra. Nous allons clôturer cette conférence. Pour finir, sachez que le sénateur Ronan Le Gleut est venu avec des exemplaires de ces 3 rapports parlementaires qu'il a coécrits.
sur la défense européenne, la boussole stratégique et le SCAF qui remplacera le Rafale. Ça peut toujours vous aider pour votre culture générale ou si vous devez finir un TD à 11h du soir pour le lendemain. Un grand merci, mon général. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Et merci surtout à vous d'être venus aussi nombreux ce soir.